Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Si Atypique. Et aujourd'hui, comme chaque mois, j'accueille un intervenant du milieu de la motricité, des troubles neurodéveloppementaux. Et aujourd'hui, j'accueille Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, dire où tu exerces et à quoi ressemble ton quotidien et ton environnement? Alors, je m'appelle Camille. Je suis spécialisée dans la communication alternative et augmentée. Donc, c'est tous les outils qui permettent aux personnes qui peuvent pas parler de communiquer, tout simplement. J'exerce sur le secteur de Metz, mais ça peut être un peu plus large. Je me déplace un peu plus loin aussi. Je peux aussi intervenir en visio. Donc, pour des conseils, c'est pas ce que je préfère comme modalité, mais quand c'est trop loin, on peut faire en visio. Mon quotidien à l'heure actuelle, c'est de l'accompagnement des familles pour le choix des outils qu'ils ont besoin. Donc ça, il y a des temps d'observation. Après ces temps d'observation, je rédige un petit bilan et ensemble, on choisit le ou les outils. Alors, j'ai une préférence quand il y a plusieurs outils qui leur conviennent le mieux, enfin qui conviennent le mieux à la personne qui ne peut pas parler. Et je les aide aussi dans toutes les démarches administratives pour la prise en charge MDPH de ces outils et la mise en place, le suivi après, l'évolution, l'ajout d'outils s'il faut, l'adaptation d'outils. J'accompagne aussi des professionnels sur le terrain, alors des établissements, des collectivités aussi. Et je peux intervenir aussi auprès d'autres professionnels libéraux. J'ai été sollicitée par exemple par des orthophonistes ou des orthoptistes. Donc, t'as des actions de formation aussi Ouais. en parallèle. Super. Et comment tu as découvert cette activité? Alors la CA, je l'ai découverte, faut pas le dire trop fort, mais il y a un peu plus de 20 ans quand j'ai fait mes études. C'était une option dans mon cursus. C'était pas la CA à l'époque, ils appelaient ça enfin c'était juste les pictogrammes. Enfin voilà, il y avait un peu de langue des signes, on a fait un peu de pictogrammes, mais rien de très poussé. Mais voilà, ça a suffi pour me plaire. Et je l'ai appliqué après auprès de mes élèves, tout simplement, parce que j'étais enseignante pendant 15 ans, auprès d'élèves troubles du langage oral, auprès d'élèves sourds, et les dernières années auprès d'élèves autistes. Tu étais enseignante spécialisée. Oui, j'étais enseignante spécialisée sur le secteur de Metz. Ok. C'est pour ça que tu te retrouvais face à des élèves avec déjà des difficultés qui étaient en face de toi. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es dit, c'est pour ça que je fais ce métier? Ah oui, c'est papa qui a pleuré. Ah oui? Oui, parce qu'on avait dit on avait annoncé quelques années auparavant à ce papa que son fils ne parlerait jamais, Hmm. ne communiquerait jamais. C'est pas que la parole, c'était carrément il ne communiquera pas. Et on a réussi à mettre en place des pictos d'abord, des pictos papier, quelques-uns. Et il y a 3 4 ans, on a commencé à vraiment mettre en place la communication numérique, donc avec des tablettes. Et on a testé, et ce jeune homme s'est saisi de cette tablette. Et quand le papa est venu le chercher à 4 heures, il a dit à son papa avec la tablette qu'il voulait prendre son goûter dans la voiture. Oh, excellent. Et le papa a dû sortir de ma salle de classe en me disant, attendez, je vais respirer, je reviens. Et voilà. Et j'ai eu quelques moments comme ça où ouais, je me suis dit, ouais, ça vaut le coup. Enfin, il faut déjà, ils sont capables. Et en plus, ça vaut le coup pour des moments comme ça vaut le coup de se battre. Pas le fait de faire pleurer le papa, mais de montrer qu'en fait, il peut y arriver, quoi. Ils peuvent tous y arriver. Et à contrario, ça t'est déjà arrivé aussi de te dire, devant les difficultés rencontrées, peut-être des fois par l'administration, tu sais, ou l'administratif en général, de dire, oh, j'ai envie de tout arrêter. Techniquement, c'est ce que j'ai fait. Oui, Parce que, avec parce que l'enseignant. j'ai basculé du salariat au libéral au mois de septembre pour pouvoir, pour plus avoir ces contraintes administratives et pour pouvoir aider vraiment les familles. Parce que quand on est enseignante, on peut pas forcément se rendre au domicile.
par exemple, ou chez l'orthophoniste, etc. Là, en libéral, j'ai quand même une possibilité d'intervention qui est beaucoup plus large. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui t'a amené, tu sais, à t'intéresser à la communication alternative augmentée plus qu'à une autre méthode? Parce que je pense qu'il existe peut-être d'autres méthodologies aussi. Alors, la communication alternative et augmentée, ça regroupe tous les outils qui viennent remplacer ou renforcer la parole. Donc, c'est très, très vaste. Euh, Moi, dans ma carrière, je me suis pas intéressée qu'à la CA. Je me suis formée aux troubles du langage et des apprentissages, à la surdité, forcément, et à l'autisme aussi. Mais la CA est toujours restée derrière et je m'en suis toujours, enfin, je m'en suis toujours servie dans ma prise en charge. Et puis, voilà, il y a 2, 3 ans maintenant, je me suis dit, bon, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je Ouais. veux faire. Et les derniers mois, là, c'est vraiment devenu il faut que je le fasse à temps complet parce qu'il y a trop de demandes et que je pouvais plus cumuler l'enseignement et ça. Tu voyais que ça pouvait vraiment aider les personnes, cette mise en place, si toi tu faisais l'effort en fait de te concentrer là-dessus. Oui. Et puis j'ai été sollicitée aussi par d'autres professionnels sur le terrain, les orthophonistes, les ergots qui me disaient, mais nous, on a trop de monde, on n'arrive pas forcément à suivre. C'est vrai en Moselle, dans ce secteur-là, c'est un peu bouché. Et, euh, et voilà, enfin, ça, comment dire, ça a été ce qui est le tremplin, enfin, le coup de pied qui me manquait pour me dire, allez, j'y vais, j'essaye. Voilà. Oui, super. Tu te souviens du tout premier enfant, peut-être, ou je pense que c'était des enfants plutôt que t'as en suivi, du tout premier enfant avec qui tu as mis en place une CA et qui a apporté déjà des améliorations dans son quotidien? Et, alors, j'étais à peine en stit depuis 1 an, peut-être, ouais, un peu plus. Et j'ai une jeune fille qui avait un trouble du langage oral très fort, une dysphasie à l'époque, et qui avait beaucoup de mal à s'exprimer. Et à l'époque, j'étais moi formée à une méthode de pictogramme que j'avais vue à l'université, mais pas que. Et je lui ai créé un cahier de com avec des pictos au jour le jour, des pictos en fonction des activités. Et à l'heure actuelle, elle a oula, plus de 20 ans. Ah oui. Et elle travaille dans le milieu ordinaire. Elle a d'autres outils de com. Elle a développé le langage oral aussi. Et voilà. Mais c'était ouais, mon tout premier outil de com que j'ai fabriqué, c'était un cahier CIS avec des pictos en noir et blanc collés Excellent. dedans. Et t'as beaucoup d'enfants comme ça que t'as continué à suivre, enfin, à suivre de loin en tout cas, sur leur parcours après les avoir eus? Alors j'en ai certains que j'ai recroisés d'un établissement à l'autre. Certains que je croise dans des entreprises à l'heure actuelle ou en faisant les courses, hein, tout simplement. Mm. Après, j'ai pas gardé forcément contact, mais c'est vrai que dans le milieu spécialisé, d'un établissement à un autre, surtout quand on est du même secteur géographique, on les suit de loin un petit peu. Et là, cette jeune fille-là, en plus, elle est même du même secteur géographique que mon domicile, donc c'est plus simple de la croiser. Ouais, j'imagine. Puis on s'attache quand même à leur Oui, parcours de vie et c'est dur de ne pas s'intéresser à l'évolution. c'est ça. Euh, Toi, dans ton quotidien, tu observes des enfants, tu sais, non-verbaux, dysphasiques, autistes, etc. Comment tu perçois le lien entre la motricité, la posture et la communication? La motricité et la posture, c'est ce que il faut que je surveille avant de mettre un outil. Enfin, ça fait partie des choses qu'il faut que je surveille pendant mon bilan avant de mettre un outil de com en place. Un enfant qui aurait, alors on va prendre un exemple concret, un polyhandicap, avec une posture liée à son handicap. Il faut que mon outil de communication il soit placé d'une certaine façon sur un support. Il faut vraiment que j'en tienne compte euh, par rapport à ça. Pour tout ce qui est motricité, c'est pareil. Tout ce qui est pointage sur tablette ou sur cahier, on peut mettre en place des guides doigts, on peut mettre en place des stylets et d'autres accessoires en plus du fait de le placer au bon endroit. Voilà. Mais du coup, tout ça, ça joue.
Donc tu vois vraiment des corrélations entre posture et expression? Oui, il y a, enfin, c'est prouvé que si l'outil de com est mal placé, surtout dans le cas de handicap physique ou moteur, la personne peut complètement l'ignorer ou ne pas s'en servir. C'est pas forcément qu'il ne sait pas s'en servir ou qu'il ne veut pas communiquer, c'est juste qu'il est tellement mal placé qu'il ne peut pas l'utiliser efficacement, quoi, par exemple. Et est-ce que tu vois chez des enfants avec qui ont un développement de cette expression, tu vois aussi bah, toute leur motricité se reconstruire autour, tu sais, prendre peut-être de l'assurance ou, ou se tenir mieux. Alors, se tenir mieux, pas forcément. Après, moi, je travaille beaucoup avec les ergots et les psychomotes, donc on se partage aussi ce travail-là. Euh, et puis, je conseille aussi des bilans pour savoir ce que je dois mettre en place comme adaptation. Mais des évolutions, alors ils gagnent en autonomie et du coup, forcément, ils gagnent en confiance en eux. Ça, oui. Après, sur la motricité, par exemple, là, je pourrais pas t'assurer que j'ai vu des progrès. Mais oui, ils gagnent en autonomie, ça c'est sûr. Donc forcément, ils vont se déplacer plus facilement parce qu'ils n'ont plus besoin d'avoir maman à côté qui décode, par exemple. Et ils ont leur outil de com, donc ils vont gagner en autonomie, ils se déplacent plus facilement, ça c'est sûr. Et c'est super, c'est exceptionnel de se dire que voilà, tu peux redonner de la confiance aux enfants parce qu'ils vont réapprendre à communiquer différemment, mais ils vont Ouais. réapprendre à communiquer, ils vont pouvoir être un petit peu plus autonomes dans leur milieu. C'est top. Moi, je vais peut-être venir, tu sais, avec peut-être des mythes, tu sais, à déconstruire ou des fois on pourrait entendre, non, moi j'en ai pas entendu sur la CA, mais tu sais, sur d'autres formes, mais la CA empêche de parler à l'enfant, tu vois? T'as déjà entendu ça? Oui, c'est un des mythes qu'on doit déconstruire, absolument. Euh, Au contraire, alors il y a des études, pas françaises, mais il y a des études au niveau mondial qui prouvent que la CA a même aidé certains enfants et certains adultes à développer le langage oral, Hmm. dont certains termes, par exemple, n'avaient pratiquement plus besoin d'outils en plus, quoi. Donc, non, non, c'est bien même le contraire. Et puis le fait d'avoir un retour vocal qui est toujours le même, par exemple, je parle maintenant pour les outils numériques, mais un retour vocal qui est toujours le même, qui est toujours constant, la même prononciation juste à chaque fois, ça entraîne l'oreille aussi. Et, euh, et à terme, il mémorise la bonne prononciation. C'est génial. Et c'est quoi pour toi la plus grosse erreur qu'on fait encore, tu sais, face aux enfants qui ne parlent pas? Et l'ignorer. Il y en a beaucoup, il y a encore beaucoup de personnes qui pensent qu'une personne qui ne parle pas ne comprend pas. Et, euh, les ignorer, les laisser de côté, s'adresser à la personne qui les accompagne, leur parler à eux, je trouve que c'est... alors moi, je trouve ça horrible, pour dire les choses clairement, mais c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur parce que ce ne sont pas des personnes qui ne comprennent pas. Ils ont juste pas la capacité de s'exprimer à l'oral. Ok. Et quelque part, faire attention à eux, c'est aussi bah, peut-être pouvoir leur permettre d'avoir plus confiance en eux et d'utiliser justement encore plus les outils pour pouvoir communiquer en retour. Ah, c'est ça, le fait de ne pas les ignorer, de s'adresser à eux, enfin, ça peut les motiver à communiquer tout simplement, quoi. Donc, moi, enfin, je suis pas pour, c'est vraiment pas le genre de posture que j'apprécie le fait qu'on ignore la personne parce qu'elle ne parle pas. Super. Et concrètement, au niveau de ta boîte à outils, tu utilises quoi exactement? Des pictos, des tablettes, des signes? Est-ce que tu arriverais à nous décrire un outil, tu sais, ou une méthode que tu adores particulièrement utiliser? Alors, moi, je suis férue d'outils numériques, mais, euh, mais en fait, le moindre petit picto, un dessin, une photo, parfois du texte, parce qu'une personne qui ne parle pas peut très bien être une personne qui lit, c'est pas un problème, ou qui est une personne qui écrit, qui a juste besoin d'une synthèse vocale. Donc non, j'ai tout un tas d'outils
Ce qui marche bien en général avec les enfants, c'est des buzzers enregistreurs sur lesquels ils peuvent appuyer. Et en général, je leur laisse le choix entre bonbons et chocolat les premières fois, donc ça Ah, marche, génial. ça marche plutôt bien. Il y a tout un tas de jeux qu'on peut faire aussi avec des pictos, des plateaux de jeux complets. Donc, non, ma mallette à outils, enfin, j'en ai pas qu'une, hein. Le coffre est plein quand je me déplace. Il y a des signes, il y a des gestes, il y a des mimes. Euh, donc, la synthèse vocale, les pictogrammes, les dessins, les photos, les cris. Après, ça peut être un enfin, j'en ai pas là sous la main, mais un panneau avec un recto oui, un verso non, quoi. Enfin, parfois ça suffit déjà pour permettre de faire un choix, tout simplement. Donc, Oui. Tu nous as donné une liste non exhaustive et je pense que tu peux aussi euh, t'adapter en fonction de l'enfant qui est en face de toi et mettre des outils qui vont être progressifs pour lui permettre de développer une autonomie dans la communication. il y a ça, et il y a aussi le fait qu'en CAA, on prône ce qu'on appelle la multimodalité. C'est-à-dire qu'on va pas mettre en place qu'un outil. Admettons que je mette en place qu'une tablette. C'est déjà pas rien, c'est beaucoup de mots, c'est une synthèse vocale, ça permet beaucoup de choses. Mais il faut pas se voiler la face. Une tablette, ça fonctionne pas forcément sous la douche, dans le bain, à la piscine. Sous la pluie, les coques actuellement sont plutôt étanches, mais dans d'autres circonstances, c'est plus difficile. Donc on adapte. Moi, j'ai fait des tableaux de langage qui sont sur des planches de piscine. Ah, ok, Bah excellent. voilà. Ou qu'on colle à la paroi de douche. Voilà, on est obligé d'avoir de la multimodalité. On peut aussi ajouter quelques signes parce que c'est parfois plus rapide que chercher le pictogramme, que de lancer la synthèse vocale. Donc on fait vraiment c'est multimodal. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de l'utilisation, tu sais, des jeux vidéo pour développer une conscience de soi et peut-être de l'expression de la communication? Je suis pas assez férue de jeux vidéo pour te répondre, mais je sais que certains jeux vidéo aident à travailler le pointage oculaire, aident à travailler le pointage avec les doigts, euh, toutes des capacités qui sont utiles dans l'utilisation des outils numériques et du pointage sur tableau de com. Donc, je sais qu'il y a des jeux vidéo qui existent, qui développent ces capacités-là. Après, moi, maintenant, te donner mon avis sur les jeux vidéo, j'en suis incapable parce que je les utilise pas. J'utilise ces jeux-là qui servent à calibrer une tablette, qui servent à évaluer la taille des pictogrammes, etc., mais pas les autres. Parce que moi, j'avais entendu parler, enfin, j'ai lu tu sais, des études scientifiques qui montraient surtout l'impact que pouvaient avoir des jeux vidéo, certains jeux vidéo, dans les cadres d'autisme, parce que tu participes à la construction peut-être d'un monde où là où tu n'arrives pas à le faire en réalité, tu te projettes en fin de compte dans le jeu et ça peut t'aider par la suite en fin de compte à créer ton monde et à percevoir en tout cas mieux les gens qui sont autour de toi et peut-être mieux communiquer par ce biais-là. Il y a beaucoup d'études hein, sur ces thèmes-là. Moi, je sais qu'il y a aussi beaucoup d'outils numériques qui sont développés, surtout dans le cadre de l'autisme, pour le travail des émotions, par exemple. Il y a des robots euh, ou des jeux avec des émotions qui sont donnés sur des tablettes et qui rencontrent beaucoup plus de succès qu'une séance face à une personne en chair et en os. Des enfants qui sont autistes, qui confient leurs émotions à des robots, qui sont capables de traduire les émotions d'un robot plus facilement qu'une personne en chair et en os parce qu'une personne, il y a trop de choses à analyser. Il y a le regard, il y a les mains, il y a l'expression du visage, la fatigue, les cheveux. Enfin, il y a tout un tas de choses à analyser, alors que le robot en lui-même, il a tout le temps il aura tout le temps la même expression. Il va dire triste, il va nommer triste, il va l'écrire triste et il va avoir toujours le même smiley triste. Alors que d'une personne à l'autre, ça varie. Donc c'est Ouais. difficile de l'analyser. Et puis du coup, c'est intéressant quand même d'avoir plutôt un vrai faciès en face de toi, parce que les émotions, enfin en tout cas la communication non verbale est encore d'autant plus importante dans ce cadre-là, quoi.
Après, il y a, voilà, on s'adapte en fonction du défi qui est rencontré par la personne qu'on a en face. Si c'est de l'autisme, je sais très bien que les émotions et que les expressions vont pas forcément être comprises de la même façon. Euh, donc ouais, j'adapte tout, le contenu du vocabulaire, les séances. Et du coup, j'ai une question, je veux pas fâcher les esprits qui écouteront, mais il y a une question qui me vient là, avec ces réflexions, c'est je me dis, pendant la période Covid, ça a dû être compliqué. Parce qu'avec le masque, la barrière du langage était énorme. Déjà, il y avait de la distance, il y avait les masques. Est-ce que toi, tu as vu peut-être c'était plus difficile de travailler pendant cette période-là, ou alors tu as vu même des régressions chez les enfants? Alors c'était très compliqué parce que alors bon, j'étais dans le médico-social, donc on en a qu'on voyait qu'en visio, Hmm. mais pour qui la visio c'était pas forcément possible. Donc il y a des élèves que j'ai pas vus pendant des semaines. J'avais des nouvelles par les parents, mais voilà. Certains autres qui étaient très bien chez eux derrière un écran et au contact de personnes. Après, pour tout ce qui est communication, quand on a pu reprendre la classe, c'est vrai qu'avec les masques, la distance, c'était très très compliqué. Moi, je travaillais, j'avais une visière, plus le Ouais. masque. C'est vrai que c'était vraiment très très compliqué. Et puis pour eux, enfin, pour la plupart, impossible en plus de porter un masque, eux. Donc c'était des séances en individuel. Ils perdaient tout l'effet de groupe, l'effet du collectif, quoi. Donc ouais, ça a été très compliqué. Après, j'ai été obligée d'adapter tout un tas de supports parce qu'il fallait que je les envoie aux parents pour qu'ils puissent faire des choses à leurs enfants. Et il y a des rituels qu'on avait en classe qu'on a gardés chez eux, qu'ils ont retrouvés, et ça a fonctionné. Ok, super. Donc ça s'est pas perdu, et au retour en classe, tout le monde était content de les retrouver, quoi. Finalement, faut s'adapter, quoi. Ouais. Euh, Est-ce que tu as peut-être un exemple peut-être, d'évolution que tu as vu chez un enfant grâce à la CA, avec les différents outils que tu as pu adapter au fur et à mesure? J'ai l'enfant dont je t'ai parlé tout à l'heure, il fait pas pleurer le papa, mais mais oui, enfin, moi je vois aussi des gros impacts de ces outils-là sur certains enfants qui m'ont montré des troubles du comportement. Alors, troubles du comportement ou même défis de comportement, on va dire, et qui se sont apaisés dès le moment où on a mis des outils de communication en place. Mais dès les premiers jours, enfin, les premiers outils, c'était pas encore des tablettes, c'était pas encore des centaines de mots, hein, c'était juste quelques-uns. Et c'est des enfants qui se sont déjà posés, déjà apaisés tout de suite. Donc oui, c'est des belles évolutions. Après, alors on commence dès que possible avec des outils, ce qu'on appelle le plus robuste possible, donc le plus complet possible. Mais parfois, ils ont besoin de passer par des outils, ou ils sont passés par des outils papier avant. Et donc, il faut les faire, comment dire, transiter d'un outil à un autre. Et quand ça fonctionne, qu'ils s'en saisissent et qu'ils lâchent complètement le classeur papier ou le cahier papier, ouais, ça fait une très belle évolution parce que ça les fait passer de une centaine ou 200 mots à des milliers en quelques, Forcément. en quelques semaines. Alors, je dis pas qu'ils les maîtrisent tous, attention, mais du coup, on ouvre le champ des possibles assez rapidement. Et quand ils s'en saisissent, c'est chouette, quoi. C'est chouette à voir. Moi, j'aime bien. Je rebondis sur justement le cas que tu disais, où avoir des outils de communication en plus permet d'avoir un impact sur le comportement. Ça, c'est quelque chose qu'on observe régulièrement. Oui, oui, oui. Mais ça leur permet d'exprimer un mal-être, ça permet d'exprimer une douleur, ça permet d'exprimer juste à la fin du repas, je veux pas de dessert, au lieu de le yaourt finit par terre, quoi. Ah oui, Ça, oui. ça permet d'exprimer des choses qui n'ont pas forcément la possibilité d'exprimer sans ces outils-là. Et du coup, forcément,
ça soulage, ça. Enfin, moi, je les trouve apaisés et je suis pas la seule à le constater. Donc, oui, ça marche. Ok, c'est super, ouais. C'est un petit peu, on peut retrouver ça un petit peu chez le petit enfant, le nourrisson, qui n'a pas encore les mots pour s'exprimer, ou certains parents essayent d'ailleurs justement de mettre en place la communication non verbale avec avec des signes finalement, pour que l'enfant il commence à créer une communication et pas qu'on se retrouve frustré en se disant mais c'est pas ce que veut l'enfant et éviter de partir dans des cris et des colères quoi. Alors c'est pas exactement ça parce que c'est pas le même souci au départ, Oui, bien sûr. c'est pas le même défi au départ, mais c'est le même principe, oui. C'est de donner des outils euh, qui permettent d'exprimer et qui évitent justement de passer par les cris, les colères ou l'inverse, l'enfermement complet, quoi. Ouais. Et et le regard des parents, à travers l'enfant qui a du mal à communiquer, et puis au final qui va peut-être réussir à communiquer, comment comment les parents réagissent, comment ils sont, comment ils se comportent vis-à-vis de tout ça? Est-ce qu'ils sont toujours tous bien ouverts, ou est-ce que c'est compliqué aussi de communiquer avec les parents finalement? Ils sont pas toujours tous bien ouverts. Ils sont pas toujours tous bien ouverts et puis ça dépend de ce qu'ils ont entendu comme commentaires sur leurs enfants ou comme conseils avant. Euh, Parce que les parents à qui on a dit depuis des années, votre enfant ne communiquera pas, ils ont besoin de le voir pour le croire. D'autres me disent, mais moi je le comprends très bien, il n'a pas besoin d'outils. Et voient pas encore l'avenir, en fait, l'autonomie, le fait qu'il va grandir, qu'il va vouloir aller jouer avec d'autres enfants, peut-être vouloir travailler plus tard, etc. Et eux s'arrêtent à, moi je le comprends. Moi, je le comprends, j'ai pas besoin d'outils. Après, on arrive assez rapidement à les convaincre quand même. Mais au départ, ils sont pas tous. Ils sont. Il faut les convaincre, certains. Et, euh, et d'autres s'imaginent, et je suis parfois obligée de le dire, que je fais de la magie et que je donne la tablette et que c'est réglé. Ou que je donne un tableau de communication et tout fonctionne. Alors, c'est un travail de longue haleine. Il faut, euh, il faut modéliser, il faut utiliser la tablette soi-même pour que l'enfant s'en saisisse. Il va falloir faire les signes soi-même pour qu'il les refasse, montrer les pictos, etc. Et ça marche pas du premier coup à chaque fois. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. Il faut pas baisser les bras. Alors c'est aussi là que j'interviens. Moi, je leur dis tout de suite, au moindre doute, vous m'appelez, on refait un point, on se revoit s'il faut. Vous n'êtes pas tout seul. Ils ont besoin de l'entendre aussi, ça. Et voilà, c'est un travail de longue haleine, c'est pas de la magie. Donc j'ai les trois types de familles. Ceux qui pensent qu'on va claquer des doigts et ce sera fait. Ceux qui pensent que, bah non, on leur a toujours dit que c'était pas possible, donc c'est pas possible. Et voilà, il y a de tout parmi les parents. Après, j'arrive au bout du compte à les convaincre quand même, mais le travail n'est pas forcément le même, forcément. Faut qu'ils se rendent compte On pourrait de ce dire que l'enfant est finalement, capable. ce qu'on pourrait dire aux parents, finalement, ce qu'il faut, c'est de la patience et de la persévérance. Oui. Ok. Donc ça, c'est des outils qui sont à mettre dans le kit des parents pour accompagner Je leurs leur enfants. dis, les parents que je suis, enfin les familles que j'accompagne, mais même les professionnels, je leur dis, c'est pas magique. C'est un outil qui est fantastique. La CA, elle est vraiment top. Je vais vous donner plein d'outils. On va en choisir quelques-uns, ou peut-être plus. Mais si c'est pas utilisé, ça va rester un tableau accroché au mur, ça va rester une tablette dans un tiroir. Il faut que tout le monde s'en saisisse partout, tout le temps, pour que la personne, au bout d'un moment, elle s'en saisisse aussi, quoi. Ok. On va passer à un instant baguette magique. Oula, Tel Harry Potter. Si tu avais une baguette dis-moi. magique, qu'est-ce que tu changerais tout de suite dans le système pour mieux accueillir ces enfants-là? Tout de suite, comme ça, si je peux claquer des doigts, Mm. je forme tous les professionnels à la CA. Tous. De l'entrée à la crèche
enfin même avant, même en service de pédiatrie. Jusqu'à la fin des études supérieures, je forme tout le monde à la CA parce que ça devrait faire partie du tronc commun de tout un tas de formations. Et, euh, et si je pouvais le faire, ouais, ça, ce Il serait y a bien. un, il y a un réel manque chez les professionnels Oui, autour de ce système. Ok. oui. Il y a un manque et du coup un peu une peur aussi. Parce que souvent, quand on arrive avec une tablette, on a des réponses qui sont bah, je sais pas faire, je sais pas utiliser la tablette, je vais tout casser. Euh, alors que tant qu'on rentre pas dans les paramètres, a Oui. priori, on peut pas modifier grand-chose. C'est même verrouillé avec des contrôles parentaux. Enfin, voilà, il y a des sécurités. Les classeurs de communication, bah, si on perd un picto, on perd un picto, mais c'est pas dramatique non plus. Mais souvent, enfin, il y a de ça. Il y a des professionnels qui ont peur, enfin, qui se disent non formés et qui, du coup, ont sont un peu réticents. Voilà. Ok. Ce qui est dommage du coup, parce que ça donne quand même un outil indéniable. C'est un peu comme si tu disais, bah, je me forme pas, ça m'arrivera pas. Donc Bah, tu c'est peux pas exactement l'échapper ça. quoi. C'est exactement ça. Si je me forme, c'est moi qui vais devoir prendre en charge tous les enfants qui ont besoin de CA. Ou alors, bah, si je me forme, on va accueillir plus d'enfants avec des outils de communication de plus en plus complexes, etc. Alors que si ça faisait partie du tronc commun des formations, bah, ce serait dédramatisé dès le départ, en fait. Ouais, et puis cet exercice d'aller chercher de la communication pourrait se faire, mais plus qu'avec un seul professionnel, mais avec une équipe Ça. complète autour de l'enfant. Et forcément, l'enfant, il en ressortirait avec beaucoup plus de billes et de chance, finalement. Et puis quand je dis qu'il faut le mettre en place partout, tout le temps, avec tout le monde, s'il Ouais. n'y a qu'une seule personne dans le service qui est formée ou dans l'école, ça limite quand même les possibilités, surtout les premières semaines, enfin quand c'est mis en place. Euh, Plus il y a de personnes qui l'utilisent, plus c'est rentable. Enfin, on dit que qu'à équivalent parole et CAA, il faudrait 84 années de pratique en CAA Hmm. pour apprendre à l'utiliser si on le faisait si on continue de le faire que quelques heures par semaine, quoi. Alors que pour le langage oral, ben, il leur faut pas 84 ans pour apprendre à parler. Mhm. Donc, si c'était mis en place tout de suite, tout le temps, dès le départ, on gagnerait ouais, en tout, en qualité, en quantité. Espérons que dans le futur, ça se fasse. Tu dirais quoi, du coup, à une personne, un professionnel, tu sais, qui débute et qui se sent perdu face à ben, un jeune sans langage oral en face de lui? Euh, alors déjà qu'il Une faut présumer, enseignante ou... il faut présumer du potentiel. Ça veut dire que il y a à l'heure actuelle aucun être vivant qui ne communique pas et que les êtres humains communiquent, qu'il y a forcément un son, un geste qui va faire, ou il y a des choses à observer. Et il y a en face des outils qu'on peut mettre en place en fonction de ce qu'on aura observé. Euh, des choses toutes simples. Après, il faut essayer. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Mais si on n'essaie pas, on ne sait pas. Et, euh, et voilà, faut vraiment le prendre. Comment dire ça? Oui, le dédramatiser, c'est pas grave en soi. Il ne parle pas, oui. Ça veut pas dire qu'il ne comprend pas non plus. Et, euh, et ça veut surtout pas dire qu'il faut l'exclure, par exemple. Hmm. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a tendance parfois à ignorer ou mettre de côté, parce qu'ils ne peuvent pas participer à l'oral à certaines activités, alors que, il y a tout un tas d'outils, même qu'on peut mettre en place en classe, même pour les enfants qui ont juste des difficultés scolaires, qui n'ont pas de troubles du langage, ou de défis de communication, quoi. Donc, ça reste un élève comme les autres. Mais sinon, c'est vu comme un renforçateur négatif de le mettre de côté. Ouais, c'est Forcément, ça. on va aller en contre-courant. C'est ça. Et, pour conclure, si je te donnais 30 secondes pour faire passer un message aux parents d'enfants non oralisants qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais? Oula, 30 secondes.
Que leurs enfants ont du potentiel, qu'ils savent faire plein de choses, qu'ils savent plein de choses, et qu'ils ont besoin de communiquer, envie de communiquer. Même si on ne le voit pas au premier abord, il y a toujours tout un tas d'indices et les parents sont les meilleurs experts de leurs enfants. Ah, Et c'est donc, génial. ils doivent en faire partie du protocole, enfin, ils doivent faire partie de la démarche et ils doivent se rendre compte que ce sont les experts. C'est eux qui savent identifier, bah, avec ce bruit-là, il a faim ou avec ce regard-là, il a peur, etc. Parfois, c'est les seuls indices qu'on a au départ pour la communication et c'est eux qui le savent le mieux. Super, merci beaucoup. Et si quelqu'un veut te suivre ou en savoir plus sur ton travail, où est-ce qu'on te trouve? Alors, sur les réseaux sociaux, j'ai une page Facebook à mon nom et pour l'instant, j'ai surtout des réseaux sociaux. La page internet est en cours, mais j'ai aussi une page sur Google. On peut prendre rendez-vous en ligne et on fait un point par téléphone une demi-heure. Et ça me permet de dire aux parents si euh, la situation rentre dans le cadre de la CA ou pas et de ne pas les faire se déplacer pour rien. Super. Bah, de toute façon, moi, dans la description là, de cet entretien, je mettrai le lien vers ta page Facebook. Comme ça, les gens pourront communiquer vers toi. Et comme d'habitude, je le répète tout le temps, mais si vous n'arrivez pas à trouver le lien vers Camille, eh ben, je me ferai le relais pour acheminer les éventuelles demandes. Je te remercie pour ce moment, cet entretien, cet échange, et puis pour avoir partagé ce qui fait partie de ton quotidien. Et je te laisse le mot de la fin. Oula, le mot de la fin. Eh ben, c'était un plaisir pour une première. C'était vraiment chouette. Et j'espère qu'on parlera beaucoup de CA les prochaines années. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et de rien. À bientôt. À bientôt.